Bonjour Octave. Bonjour François-Xavier de Maison, merci beaucoup de me recevoir ici à Paris. Avec plaisir, il y aura le bruit des sirènes, il y aura le bruit des voitures, mais bon, c'est le charme parisien aussi. Exactement. Question pour démarrer, comment allez-vous? Très bien. Je travaille beaucoup en ce moment, D'accord. puisque je tourne la saison 2 du Négociateur. À Lille? Oui. Non, à Paris. À Paris. À Paris. Ok. On avait effectivement tourné la première saison à Lille, et puis là, Tout à on fait. tourne la deuxième saison, et puis le théâtre le soir, dans la pièce de Samuel Benchetrit, La Famille, avec Patrick Timsit, Claire Nadeau, Kate Moran et Michel Jonas. Donc c'est une bonne période. Voilà. C'est génial. Donc aujourd'hui on est là pour Octavin, pour la chaîne YouTube. Est-ce que vous connaissez le concept d'Octavin? Consommer mieux. C'est ça. Effectivement, c'est un peu l'idée. Pour C'est faire ça simple, le slogan, non? consommer curieux. Curieux, consommer curieux. Pour faire simple, l'idée c'est de casser un peu l'image trop inatteignable du vin et dire n'hésitez pas à essayer. Si c'est une bonne bouteille, tant mieux, c'est que vous l'aimez. Si c'est une mauvaise bouteille, vous avez testé, vous savez que c'est pas pour vous. D'accord. Mais consommer Donc curieux. de sortir des sentiers battus, voilà, d'aller vers des découvertes, des bouteilles coup de cœur, des petits producteurs, sortir Oser des essayer. grands noms, des grandes étiquettes pour Tout à oser fait. des vins un peu plus rares. Oui. Et surtout dire aux gens qui n'ont pas la fibre du vin, Ouais. bah vous pouvez découvrir le vin aussi. Ouais, Donc très allez-y, bien. testez. D'accord. Pour vous proposer l'interview, dans un premier temps, je vous propose qu'on parle de vous, sur Ouais. votre métier, sur la personne que vous êtes. D'accord. Puis on discutera par rapport à l'univers du vin. Ouais. Et je vous propose de terminer avec une dégustation. Ah bah très bien. Parfait. En préparant cette émission, cet épisode, j'ai fait quelques recherches vous concernant, forcément. Ouais. Donc vous avez 51 ans, Oui. vous êtes le papa de 2 petites filles, Oui, Sacha et Louise. exactement. Vous êtes issu d'une fratrie de 4 enfants, Oui. donc 2 garçons, 2 filles, Tout dont à fait. vous êtes l'aîné également. Exactement. Vos parents étaient tous 2 avocats. Oui. Vous avez fait l'IEP, donc l'Institut études politiques. Sciences section- Po Paris, Sciences Po Paris, section Ecofi. Ça ne D'accord. me rajeunit pas puisque c'était en 97, 98. Bon, c'est pas vieux, c'est la Coupe du Monde 98. C'est encore dans le cœur des Français, Ça c'était magnifique. c'est vrai? Ah, quel souvenir. Je les revois encore sur le bus remontant les Champs-Élysées. C'était fou. Ah, moi j'étais tellement petit. Vous étiez petit ou vous étiez... 95. Ah oui, effectivement, vous aviez 3 ans. Vous Oui. ne vous souvenez pas? Non. Non, bizarrement non. Non. Mais ça devait être une émotion incroyable. Ah oui, pour le 73 que je suis, c'était fou. Ah, j'imagine. Ouais, ouais. Donc, vous étiez à l'IEP, vous partez à New York en août 2001, si je dis pas de bêtises. Exactement. Et du jour au lendemain, donc en tant que fiscaliste, et du jour au lendemain, vous décidez de rentrer en France et de démarrer une carrière de cinéma, de théâtre. Comment on arrive au métier d'acteur en fait? Ben, ça a toujours été une passion en fait. Parallèlement à mes études, j'avais fait le cours Florent, la classe type du cours Florent. Et j'avais toujours eu cette passion, j'avais toujours l'envie de monter sur scène. Et puis c'était ce rêve d'enfant voilà, que j'avais un peu enfoui au moment où effectivement je suis allé à Sciences Po, terminer mes études et partir faire le fiscaliste. Mais c'était encore en moi. Et le 11 septembre que j'ai vécu en direct m'a une sorte de choc cathartique où j'ai réalisé que la vie était trop courte en fait. Pour la perdre à la gagner, que je voulais faire de ma vie une aventure et revenir à cette passion d'enfant. Et en fait, j'avais besoin de la scène comme d'oxygène, j'avais besoin de monter sur scène, j'avais besoin de vivre ce rêve. Et donc j'ai tout plaqué. Voilà, en 2000, il a fallu quelques mois pour mettre tout ça en place. Il a fallu que J'imagine, j'écrive un spectacle, voilà. Mais en 2003, j'ai tout plaqué pour devenir un comédien, oui. Est-ce que c'était une idée qui vous restait en vous, qui vous revenait par exemple toutes les semaines ou tous les mois et vous Ouais, il y disiez, avait une tiens, frustration. je vais un peu quand la j'étais- cacher. Quand j'étais au bureau, je me disais merde, j'ai vraiment envie de suivre ce rêve, la vie passe et puis je serais passé à côté de ça. Donc il faut vraiment que je revienne à mes premières amours qui étaient le spectacle. Votre entourage, vos familles, vos Ah amis? bah, ils ont été inquiets, hein, mais mon entourage, ils étaient très inquiets. Mais ils ne me l'ont pas trop fait sentir. Et je les remercie parce que ma mère m'a dit un jour, si ce métier est déjà tellement difficile à faire, si en plus on doit le faire contre l'avis de ses parents et de ses proches, donc je les remercie de leur soutien parce qu'ils ont vraiment été formidables. C'est une belle phrase, en tout cas ça veut tout dire. Donc vous décidez de quitter New York en 2003 pour revenir en France et vous lancer. Est-ce que ça a été difficile pour vous d'intégrer ce milieu qui ne vous attendait pas et ce milieu que vous ne connaissiez pas? Oui, ça a été. Mais j'ai eu des bonnes fées. J'ai eu Samuel Le Bihan, Tout à qui fait. tout de suite a pris ma démarche très au sérieux et est devenu mon producteur et ami. Incroyable. Et ça a été vraiment une très belle rencontre. On est encore aujourd'hui très très amis. Puis il m'a présenté Eric Théobald, il m'a présenté Michael Quiroga, qui sont les gens avec qui je travaille depuis
Mathusalem. Depuis 20 ans, ouais, depuis 20 ans. J'ai noté une phrase que vous avez citée lors d'un interview que j'ai beaucoup aimé. On met 5 ans à réussir du jour au lendemain. Ah, oui. Est-ce que ça vous est arrivé? Oui, Est-ce parce c'est que votre histoire quand j'ai démarré, les gens se sont dit, bah lui, il est arrivé de New York, direction le Casino de Paris, quoi, avec ses valises. Non, non, pas du tout. Il y a eu des galères, il y a eu des salvis, il y a eu des moments très difficiles. Samuel m'a beaucoup soutenu. Il y a eu des moments où, effectivement, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je me souviens un jour, je jouais pas très loin d'ici. Et j'ai pris mon métro pour rentrer. Et dans la salle, dans le métro, il y avait tous les gens qui étaient dans la salle, c'est-à-dire une dizaine de personnes. Donc c'était pas très prestigieux comme ambiance. Et il me faisait bien continuer. Et donc il y a eu des vrais moments de solitude, oui. J'imagine, ouais. Ouais. Du coup, vous faites votre premier spectacle en 2002. Oui. Vous louez à l'époque le théâtre du Gymnase. Si Oui, je dis c'est pas de ça. bêtises. 2 décembre 2002, juste après être revenu de New York, mais pratiquement un mois. Ah oui, donc c'est rapide. Ouais, très rapide, ou je sais plus, enfin 2-3 mois, je sais plus. Et là, effectivement, je monte sur scène au théâtre du Gymnase, et là, c'est là que j'ai rencontré Samuel qui était dans la salle. Et du coup, dans un interview, vous dites, voilà, j'ai fait venir 750 personnes. Enfin, je les ai fait venir, c'est vite dit, mais... Vous arrêtiez les gens dans la rue. Je sais pas, le théâtre était plein, ça c'est sûr. Ça, c'est top. Et c'était une belle soirée. Mais je sais pas si les gens venaient par bienveillance ou parce qu'ils voulaient me voir me planter, ou comme ils viennent à la corrida, quoi. Bien sûr. Si c'était une mise à mort. Et alors, vous étiez plutôt le taureau ou le toréador? Écoutez, ce soir-là, j'étais en tout cas heureux d'avoir franchi ce pas, d'avoir fait ce saut. Et ça s'est très bien passé. C'était encourageant en tout cas. Ouais. Félicitations en tout cas. Ayant personnellement comme devise qui ose gagne, pour oser ce que vous avez fait à l'époque, c'est-à-dire quitter New York où vous gagnez correctement votre vie. Ouais, et après j'étais revenir, revenu à Paris entre-temps. Il y a eu quelques mois où j'étais à Paris. Est-ce que vous n'êtes pas un peu joueur? Non, je ne suis pas joueur. Pas joueur dans le mauvais sens Non, du terme. non, mais j'avais pas le choix en fait. J'étais complètement, il fallait que je fasse ce saut. C'était vital pour moi, c'était existentiel. J'aurais pas pu passer à côté de ça. Non, j'étais convaincu que ça allait marcher. J'en avais la conviction. Le joueur, il sait qu'il a 50% de chance de perdre. Oui, tout à fait. Non, je suis pas joueur, pas trop. J'ai des copains qui sont très, très joueurs. Vous avez votre premier grand succès, Oui. donc tournage 2007, promotion 2008, avec le film d'Antoine Decaune, Oui, Coluche. Coluche. L'histoire d'un mec Film fantastique. qui me vaut la nomination au César du meilleur acteur et qui va ensuite permettre d'enchaîner une quarantaine de films au cinéma. Oui. Comment vous vivez de passer de la galère à le succès? On y passe tranquillement, je ne me suis pas vraiment rendu compte. Je me suis pas, parce que je restais dans le travail, je restais dans le fait que je voulais que mes spectacles soient bien, le mieux écrit possible, le plus abouti possible. Je voulais faire des films, ça va tellement vite après. Les gens vous en veulent de refuser leurs films qu'ils vous proposent. Donc tout ça, non, j'ai pas le souvenir d'avoir pété un plomb ou de m'être dit ça y est, je suis arrivé. J'ai eu le sentiment que les choses ne venaient que de commencer finalement. C'était le début de quelque chose et qu'il fallait rester dans le boulot, rester dans l'exigence, dans la qualité. Ouais. Et quand vous avez voulu intégrer le milieu du cinéma, est-ce que vous vous êtes dit tout de suite je vais aller sur l'humour? J'ai pas voulu en fait, c'est arrivé à travers Coluche. Ensuite j'ai reçu énormément de scénarios, donc j'ai fait les bons choix, d'autres moins bons. Mais c'est vrai que j'ai pu tourner avec des gens comme Tony Nakache, comme Hugo Gélin, des acteurs comme Virginie Fira, François Cluzet. Tout ça a été, je dirais, ça a été très rapide. Il n'y a pas eu malheureusement beaucoup de réflexion puisque tout est arrivé comme ça d'un coup, quoi. Je rebondis, je pense à une autre question. Qu'est-ce qui vous fait vibrer aujourd'hui dans le métier d'acteur? C'est toujours des aventures nouvelles en fait. De vivre plein de vies dans une vie? Voilà, c'est ça. C'est toujours pouvoir finalement vivre des nouvelles choses avec des nouvelles personnes. C'est l'aventure collective qui me plaît, que j'ai déclinée ensuite dans beaucoup d'activités, dont on parlera peut-être. Mais c'est de faire des choses avec les gens, c'est ça qui m'intéresse. Et alors aujourd'hui, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans le milieu du spectacle, que ce soit théâtre ou cinéma, et qui n'a aucun appui, qui débute, qui n'y connaît rien? De cultiver sa singularité, je pense. C'est ce qui lui est propre. Pourquoi il est singulier par rapport aux autres. On a tous notre singularité, notre personnalité, donc l'exploiter au maximum. Beaucoup travailler, enfoncer les portes, et puis surtout être à l'heure au rendez-vous, je dirais, c'est une métaphore, ne pas être conscient que quand il y a le train qui passe, il faut savoir le prendre et monter dedans. Donc la chance passe pas de nombreuses fois, il faut savoir la saisir. Voilà. Et être assez conscient qu'effectivement, il y a des rendez-vous qu'il ne faut pas louper. Voilà. Alors en préparant cette interview, j'ai découvert plusieurs facettes de votre personnalité. Vous aimez le beau, les belles voitures. J'ai vu que vous étiez passé chez Top Gear il y a quelques années. Oui, il y a longtemps. Enfin, oui, j'aime bien les voitures, oui, même de moins en moins. Enfin, c'est-à-dire que j'ai une jolie voiture dans le sud, enfin que j'adore, un Defender, mais c'est pas une obsession. À Paris, j'ai pas de voiture, vous voyez. J'ai des copains qui sont comme Stéphane de Groot,
qui sont beaucoup plus amateurs que moi. En tout cas, vous aimez les belles montres. Oui, alors ça, c'est pouvez pas le nier. surtout une aventure que j'ai créée, enfin que c'est eux qui l'ont créée et je les ai rejoints. C'est la maison Imberdreau, en fait, qui sont des fabricants de montres à Besançon. C'est une marque française et je les ai rejoints pour vivre avec eux le développement de cette marque que j'adore. Je respecte beaucoup, ce sont des grands artisans de l'horlogerie française et ils m'ont fait l'honneur de les rejoindre. Enfin, en tout cas, je suis très heureux de faire ça avec eux. Mais voilà, ma passion pour les montres s'arrête là parce que j'aime bien les montres, mais c'est surtout les personnes encore. C'est eux qui m'ont touché. C'est leur personnalité, leur exigence, leur envie qui m'a touché. Alors, je continue dans votre personnalité. J'ai vu également une facette très importante de votre personnalité, c'est l'épicurisme. Tout ce qui est vin, fromage, est-ce que c'est important? Alors ça, c'est autant ce que vous citiez avant, il y a des gens qui sont plus motivés que moi. Là, je dois dire qu'effectivement, tout ce qui est gastronomie, vin, surtout le vin maintenant. En fait, j'ai une passion pour le vin, forgé avec les tournées en province, où j'ai découvert plein de régions, plein de terroirs, plein de personnalités de vignerons. Il y a ça, et puis il y a aussi la convivialité de la table, partager. Moi, j'ouvre une bouteille pour faire plaisir et pour qu'on partage un moment et que ce moment devienne un moment qui va rester, quoi. Je ne vais pas dire d'éternité, mais voilà, j'ai besoin de temps en temps, comme je cours beaucoup, que je travaille beaucoup. Dès que je me mets autour d'une table, il faut vraiment célébrer, il faut qu'on soit bien, se faire plaisir, voilà. Avec quel vin vous avez démarré? Quelle région? C'est quoi votre premier souvenir de vin? Mes premiers souvenirs, c'est la cave à vin de mon père, c'est-à-dire c'est des Bordeaux. À l'époque, on buvait des Bordeaux. Il avait une très belle cave avec des Bordeaux qui n'étaient pas aussi chers qu'aujourd'hui. Donc, des grands crus de Bordeaux, ensuite un peu de Bourgogne. Puis ensuite, très vite, j'ai voyagé. J'ai voyagé dans le Languedoc, j'ai voyagé dans le Rhône. Et aujourd'hui, ce sont ces vins-là qui ont le plus ma préférence. Ouais. Si je vous dis aujourd'hui Château du Cru Beaucaillou en Saint-Julien, c'est le premier vin. C'est le premier vin que j'ai bu avec mes parents au restaurant. Je m'en souviens très bien, cette étiquette orange. Grand Cru classé de Saint-Julien et ça reste un vin que j'apprécie beaucoup. Ouais. Vous vous souvenez du millésime? 86, je sais plus. 86? Peut-être. Donc j'imagine Merlot, Cabernet Sauvignon. Exactement. Et peut-être un peu de petit verre d'eau également. J'imagine. Bon, vous imaginez bien. Puisque l'on parle des vins côté ouest, aimez-vous ce glouglou qui ne ressemble à aucun autre, selon Frédéric Dard? Il parle d'Yquem. Selon vos dires. Il parle de Château d'Yquem. Château Yquem. Ouais. Il parle d'Yquem, ce glouglou qui ne ressemble à aucun autre glouglou. C'est Frédéric Dard qui disait ça. J'adore ça aussi. Donc vous êtes fan de... Enfin, vous aimez le sauterne? Oui. D'accord. Beaucoup. Mais je suis assez grand public. Hein. Oui. Comme dans ma playlist, il y a du rap et il y a de la musique classique. Moi, j'aime les vins nature, comme j'aime les Bordeaux. J'aime ces arômes de tertiaire des vieux Bordeaux. J'aime des pétnates que font les gens dans notre région du Roussillon. Je suis très très ouvert. Hein. Je prends un vin pour ce qu'il est. Quand vous écoutez du Bach, il faut s'attendre. Voilà. Quand vous écoutez du rap, c'est autre chose. Quand vous allez au théâtre voir une pièce de boulevard, c'est un registre. Et puis quand vous allez à la colline voir une pièce dans le subventionné, c'est autre chose. Moi, je suis ouvert à tout ça à partir du moment où je sais ce que je vais boire, où je sais où je vais. J'adore cette variété, cette diversité. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, non, j'aime pas ça, j'aime que ça. Les gens s'enferment bêtement dans des certitudes et des chapelles, alors que franchement, le vin, c'est fait pour réunir, c'est fait pour partager. On peut, au cours d'une soirée, démarrer, je vous dis, par un vin nature, et ensuite aller vers des Rhônes, des Syrahs, pleines de soleil, et puis se terminer par un vieux Bordeaux. Et voilà, y a pas, pour moi, tout ça est compatible, vraiment. Cette diversité, cette richesse, c'est merveilleux. Alors justement, pour vous remercier, j'ai un petit cadeau pour vous. J'espère que ça vous fera plaisir. C'est pas grand-chose. Oh! Je me suis dit que ça pouvait. Vous êtes fou! Je me suis dit que ça pouvait faire plaisir. Vous êtes fou! C'est Yquem. C'est Yquem. C'est Yquem. Alors c'est le. Mais vous êtes fou! Mais c'est. Alors là, en fait, si vous voulez, c'est donc le sauterne de chez Yquem, où ils ont fait un assemblage de plusieurs millésimes de chez Yquem, des millésimes 2014 à 2016. Mais c'est très rare. Mais c'est ouf! C'est une bouteille immense, quoi. C'est fou! Non, c'est une 75 centilitres, c'est pas très grand. Non, mais je suis gâté. Vous êtes adorable, Octave. Merci. Merci à vous. Je suis fou de joie. Merci. Bah, tant mieux si j'ai tapé juste. Non, mais vous avez tapé juste et fort. Infiniment merci. Bah, merci à vous. Merci de votre générosité. Quel est votre premier souvenir gastronomique cette fois-ci? Alors, je crois que c'est la cuisine de ma mère et de ma grand-mère, le pâté aux pommes de terre de ma grand-mère dans la Creuse, les beignets de Brouch en Corse. C'est la cuisine de nos grand-mères et de nos mères d'abord, les premières émotions. C'est des rendez-vous. Quand
Vous dites, ah, mamie, est-ce que tu as fait ton pâté aux pommes de terre? C'est une célébration, le pâté aux pommes de terre. Creusois. Crème fraîche, pommes de terre, pâte brisée, ou pâte feuilletée, ça dépend. Avec un bon jambon, une belle salade. Ils mettaient des oignons dans la salade. Petits oignons. Miam. C'est bon ça, la vinaigrette avec les oignons. Et puis la toile cirée, de la maison en Creuse. Et puis voilà, ça c'était meilleur que tous les 3 étoiles du monde. Je pense avoir déjà la réponse à cette question, mais aujourd'hui, pour un repas, est-ce que c'est purement alimentaire ou c'est l'échange avant tout avec les personnes que l'on apprécie? Échange avant tout, même si il faut que voilà, avec tout ce que je fais, il faut quand même que je mette un peu de carburant dans la machine. Bien sûr. Mais effectivement, c'est d'abord le moment partagé, c'est sûr. Je préfère ne rien manger que de mal manger, et avec les mauvaises personnes. Je préfère bouffer tout seul devant la télé que de me taper un convive que j'apprécie pas, quoi. Vraiment. Donc du coup, vous êtes peut-être plus apéro-dînatoire que Je dîner. suis très tapas, exactement. D'accord. Je suis content que vous le souligniez. J'adore l'échange, la tapas, et puis ça, les tapas parce que ma femme est du Roussillon, c'est proche de l'Espagne et d'origine espagnole, donc l'apéritif dînatoire pour moi c'est idéal. D'accord. Plein de choses sur la table et puis on débouche plein de bouteilles et on grignote. Ça c'est mon délire. Maintenant, c'est vous qui me donnez envie de manger. Bah oui, bah vous voyez. C'est bien, c'est un échange constructif. Aujourd'hui, quelles sont les valeurs de François-Xavier de Maison? Oh, je sais pas, l'amitié, j'y crois, la famille, j'y crois encore. L'empathie, j'ai toujours tendance à considérer qu'il y a du bon dans chacun de nous et qu'il faut savoir le chercher. Il faudrait que tout s'apaise un peu là. On est tous un peu trop les uns contre les autres et voilà, il faut que ça s'apaise un peu. J'ai découvert également à travers vos interviews que vous aimiez l'univers de Michel Audiard via les Tontons Flingueurs. Ouais. J'ai vu dans un interview où vous étiez avec vos amis dans vos vignes. À un moment, un de vos amis vous donne du pain et vous lui répondez « on n'est pas venu ici pour beurrer les sandwichs ». Là, j'ai dit « tiens, hop, les Tontons Flingueurs ». J'ai vu également que vous utilisiez la phrase de Francis Blanche « mieux vaut le vin d'ici que l'eau EAU de là ». Ah oui. Est-ce que c'est des gens, Oui, des personnages qui sont formés? les dialogues sont fous, les dialogues de Diard dans ces films sont fous. C'est sûr qu'il y a des perles. Je vais prendre une voix grave. François-Xavier de Maison, êtes-vous plus le samouraï comme Alain Delon? Ou plutôt cette sensiblerie, le magnifique Jean-Paul Belmondo? Ah bah moi j'ai plus connu Belmondo en fait. J'ai eu la chance de le connaître un peu à la fin de sa vie et ça a été des moments privilégiés. Je lui ai même fait goûter du Mirmanda, mon vin. Canon. Ça c'était fou. Non, j'ai eu beaucoup de chance de connaître Jean-Paul Belmondo qui était mon idole. Moi j'étais plus sensible à Belmondo qu'à Delon. Ouais. J'imagine par sa personnalité, son sourire en permanence. Ouais, et puis je me reconnaissais plus, voilà, ne serait-ce que physiquement, enfin, moi, était beaucoup plus physique et beaucoup plus beau que moi, mais voilà, j'aimais il pouvait faire de la comédie aussi, voilà, moi j'étais fan absolu de Belmondo. Au final, vous êtes rassembleur de gens, j'ai envie de dire. C'est ce qui résume, moi, quand je vous vois, vous rassemblez les gens, vous passez des bons moments. Je l'ai vu à travers le film Les Deux Frères. Non, pas les trois frères, comme des frères. Comme des frères, merci. Frères, c'est inclus. Excusez-moi. Comme des frères d'Hugo Gélin, avec Nicolas Duvauchel, Pierre Ninet, Mélanie Thierry. Mais à culpa. Juste avant le tournage, vous décidez d'inviter tous les acteurs. Et Vous avez bossé, hein. Vous avez bossé, ça fait plaisir. Ouais, un petit peu, ouais. Et vous décidez d'inviter tous ces gens que vous connaissez ou pas, ou peu, ou beaucoup, et vous faites une bande de copains en 48 heures. C'est ouais, je les extraordinaire. invite dans ma maison. À l'époque, j'avais une maison à Aix-en-Provence, à Aiguille, à côté d'Aix-en-Provence. Ouais. Et j'invite Pierre Ninet, Nicolas Duvauchel et Hugo Gélin à venir passer le week-end. Alors, le prétexte, c'était on va lire le scénario. La brochure, on lui a pas fait de mal, on l'a pas touché, on l'a pas sorti du sac. Ok. Par contre, on a fait des fous pendant 2 jours et on est devenus comme des frères. En parlant donc de côté rassembleur, de bonne bouffe, c'est quoi la fideuà? La fideuà, c'est une paella aux pâtes. C'est une spécialité espagnole que les Catalans se sont appropriés, surtout du côté des Aspres, là, du Roussillon. Et c'est comme une paella, mais avec des pâtes toutes fines. C'est absolument délicieux. Vous mettez un petit peu d'aïoli là-dedans. Oui, j'ai cru comprendre que je l'avais noté. J'en suis fou. L'aïoli, c'est très important. Oui, l'aïoli, c'est très important. C'est un mode de vie, vous savez, l'aïoli. Ah ouais? C'est merveilleux. On trempe les frites, on trempe le pain. Bon, on a très faim là, oui, c'est oui, terrible oui, cette oui, interview, oui, c'est affreux. En fait c'est un supplice. Donc en 2018, avec votre ami et associé
Dominique Laporte, Ouais. MOF, meilleur ouvrier de France et meilleur sommelier de France. Vous créez le vin Mirmanda, Le domaine Mirmanda, oui, tout à fait. sur la commune de Tuire en Occitanie. Non, alors c'est à Vingros. Nous, on est à Tuire, c'est là qu'est notre maison, c'est le village dont est originaire ma femme. Mais nous, on est à Vingros, du côté de Totavel, Estagel, par là. Voilà. Je pense avoir également la réponse. Pourquoi le Roussillon? Pour cette femme merveilleuse que j'ai rencontrée depuis 10 ans, on est mariés depuis 5 ans. Et je suis tombé amoureux de cette région, véritablement, de cette femme et de cette région. Et j'ai rencontré Dominique Laporte par l'intermédiaire de Serge Goucassian, un ami sommelier et restaurateur. Et on a décidé de faire ce vin il y a 6 ans. Premier millésime en 2018. Et c'est une aventure incroyable. Et que veut dire Mirmanda? Mirmanda, c'est un royaume des fées. C'est une légende qui dit que du temps où Barcelone n'était qu'un pré, des fées vivaient vers Trouillas, Terrats, pas très loin de là où on est, et qu'un orage, un ouragan terrible a enseveli ce royaume des fées. Et elles réapparaissent uniquement aux yeux de certains bergers au cœur pur, à qui elles apportent amour et prospérité. J'imagine que du coup, vous avez le cœur pur. Voilà, exactement. Et puis de là à dire que quand on boit du Mirmanda, on voit les fées, voilà. C'est joli. C'est une belle légende. On trouvait que c'était une jolie légende qui... Mirmanda, on trouvait que c'était un joli nom. Je vois là, Belmondo. Voilà, c'est ça. Mirmanda représente combien d'hectares aujourd'hui? Oh, c'est 3 hectares, c'est pas beaucoup. On fait 3500 blancs, 3500 rouges les bonnes années. C'est un tout petit domaine. On travaille en collaboration avec Jacques Castagny, Oui, très bien. qui a le domaine de l'Èdre. Non, c'est une exploitation très modeste. Et on est accompagné, on est aidé. C'est vendange manuelle, égrappage manuel, cépage autochtone, Syrah Grenache Mourvèdre de Carignan. Des sols argileux, mais du schiste aussi, argilo-calcaire et schiste. On est un peu en altitude, donc il y a une belle fraîcheur, une belle acidité, surtout sur les parcelles qui sont du côté d'Eaupoul. Bon voilà, c'est une région qui est complexe. La viticulture souffre beaucoup là-bas aussi. Il y a beaucoup d'arrachage par rapport à la sécheresse, par rapport au marché du vin qui est compliqué pour cette région aussi. Quelques grands noms qui ont percé, mais il y a la grande majorité des vignerons qui souffrent. Et donc nous, on a une toute petite production et on a un réseau de distribution, d'amis qui nous soutiennent beaucoup, qui travaillent vraiment en collaboration. Oui, voilà, avec des restaurants et des cavistes qui ont vraiment le coup de cœur. On a une toute petite production, donc on veut travailler avec des gens qui aiment notre vin, et qui comprennent notre démarche et qui sont heureux d'être avec nous. Donc c'est chouette, c'est une grande bande d'amis, Mirmanda, ceux qui le font et ceux qui le boivent. Question qui peut paraître bête, mais comment passe-t-on d'aimer boire du vin type la Grange des Pères, j'ai cru comprendre, entre copains, à faire du vin et à se dire, ok, maintenant on fait un vignoble? C'est Dominique qui m'a convaincu que c'était possible. Moi, ça me paraissait totalement impossible. Puis on a démarré avec 2 barriques de blanc, 2 barriques de rouge, et voilà. Et c'est Dominique, sa connaissance du vin, du secteur, des relations qu'il avait, qui m'ont permis, moi, de mettre le prix à l'étrier. Vous voyez, c'est Paris. C'est Paris. C'est pas du tout bruyant, c'est ça qui est bien. Voilà, il va passer. Ça y est, il est loin maintenant. Dominique Laporte, est-ce que c'est quelqu'un qui est basé du Roussillon au départ, ou c'est vous qui l'avez fait venir dans le Roussillon? Non, lui, il est de Montpellier, et il est venu s'installer dans le Roussillon il y a, je sais pas, une quinzaine d'années ou une dizaine d'années, je sais plus. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et là, les vignes que vous avez sont des vignes jeunes, des vignes vieilles? Ce sont des vieilles vignes de 80 ans, des vieilles dames de 80 ans, mais qui ne les font pas. Et ouais, elles sont belles, nos vignes, d'ailleurs, même l'hiver, elles sont, on dirait, ouais, c'est ça, des petites sculptures, elles sont incroyables. Faites-vous les vendanges, vous-même? Ça m'arrive, bien sûr, que je fais les vendanges. Quand je suis là, je fais les vendanges. Quand je suis pas là, malheureusement, un film, c'est plus compliqué, mais j'essaie de me libérer. Bien sûr. C'est un moment fort, de se lever tous les matins, d'aller vendanger, de faire le casse-croûte de 10 heures, ensuite de tout nettoyer, et à 14 heures, de se faire griller quelque chose avec des anciens millésimes. C'est des moments extraordinaires. Mais c'est fatigant, hein. C'est terrible, surtout en vendange manuelle, le dos, bonjour, quoi. On est rincé, hein, je trouve. Mais en tout cas, une raison de plus de saluer les viticulteurs. J'ai entendu une expression venant de vous, les vins de garage. Ah oui, c'est parce que nous, notre domaine, il est dans un local qui fait un peu garage. D'accord. Donc moi, je dis qu'on fait un vin de garage. Voilà, vous rentrez, vous avez cette porte comme ça, et puis vous avez nos cuves, les barriques, les cartons, c'est un grand garage, voilà. Un grand théâtre de jouets. Ouais, c'est ça, exactement. D'accord. C'est quoi la journée type d'un vigneron? Écoutez, faut le demander à des vignerons qui le sont à 100%. Moi, je me définis pas comme vigneron, je suis un amateur. Donc, je crois qu'il sait être soumis au changement climatique, il sait être soumis il faut qu'il ait cette dimension agricole, connaître la vigne, la traiter, la tailler, la suivre de près.
Il y a aussi cette dimension d'alchimiste, de fabrication de la singularité d'un vin. Miser, parce que quand on assemble un vin, on ne sait pas ce que ça va donner après vieillissement. Donc miser là-dessus, c'est un vrai pari. Et puis aussi la dimension commerciale. Il faut aller le vendre, son vin. Il ne s'agit pas de le faire, il faut aussi le vendre et convaincre les gens qu'ils vont mettre telle somme dans une bouteille. C'est vrai qu'il y a des bouteilles qui se vendent des fortunes, mais il y a aussi beaucoup de vins qui ne se vendent pas assez cher. C'est le même travail. Sortir en primeur à plusieurs centaines d'euros et un type qui n'arrive pas à vendre son vin, et on lui dit ton vin il vaut 2 balles, c'est les mêmes matières sèches, c'est le même travail, c'est le même engagement, c'est les mêmes risques. C'est très injuste. Je dirais que ces disparités sont très injustes. De toute façon, elles sont le reflet de disparités qu'il y a dans le monde aujourd'hui. Je prends l'exemple du Languedoc. Il y a encore 10-15 ans, c'était une appellation qui était un peu boudée par les gens, parce que ça a une mauvaise image. Gérard Bertrand a fait beaucoup pour cette région. Beaucoup, tout à fait. Est-ce que dans le Roussillon, il faudrait un Gérard Bertrand aussi? Je sais pas, il y a des grands noms quand même, il y a Hervé Bizeul, il y a Lafage, il y a Gardiès, les frères Parcé, les Danjou Banessi, il y a tous les vignerons de Collioure, non, il y a des gens extraordinaires dans la région. Donc je crois que chacun fait ce qu'il peut avec sa singularité, comme dans le spectacle. Quand je vous écoute, j'ai l'impression que un repas sans vin, c'est comme une voiture sans moteur. Oui, un repas sans vin, c'est triste. Après bon, moi quand je suis sur les tournages, je bois pas, je bois jamais avant de jouer. Je bois toujours un petit coup après pour célébrer. Mais je bois jamais dans la journée quand je dois travailler. Alors aujourd'hui, la consommation de vin rouge, du moins, recule beaucoup. J'ai vu que vous aviez une âme d'auteur. Est-ce que c'est pour ça que vous avez décidé de faire ce super bouquin que je trouve assez incroyable? Ah bah merci, ça fait plaisir. J'ai adoré. Première page, on tombe sur l'Alsace quand vous expliquez que vous étiez au Königsbourg avec vos parents, que vous étiez au marché de Noël autour du vin chaud. Oui, c'est ça. C'est l'Alsace si loin des clichés, voilà. C'était avec mon ami Pierre Hermé qui a fait un témoignage merveilleux. Et puis mon ami Philippe Blanc, qui est un ami, les recettes de cuisine. Philippe Blanc, voilà. Non, c'est une région extraordinaire, on ne boit jamais assez d'Alsace. J'aime quand ça pétrole un peu, moi. Le Riesling. Ouais, quand ça pétrole un peu, j'adore. Non, c'est merveilleux, les vins alsaciens sont dingues. Oui, il y a des grands noms. Je suis fou des vins d'Alsace. J'ai l'impression que vous vous êtes fait vraiment plaisir en écrivant ce livre. Oh là là, un rêve de gosse. Ma route des vins. Ça vous tenait à cœur. Et vous avez mis certains de vos amis également dedans. Et puis vous avez tourné le film Champagne il y a déjà quelques temps. Oui, avec une belle bande de furieux aussi, tiens. Champagne. Bien régalé, oui. Les vignes, regardez tous ces paysages de vignes, comme c'est beau. C'est magnifique. Hein. Quelle chance Ah oui, non, j'ai réalisé un rêve de gosse en faisant ce livre. Est-ce que je peux vous demander de faire une petite dédicace? Allez, je vous le dédicace avec plaisir. S'il vous plaît. Pour Octave Octavien. On ne va pas c'est Octavien, mais le surnom c'est Octave. En général, quand on dit Octavien... Et Octavin, très bien, alors d'accord. Pour Octavien, c'est ma tournée générale. Et voilà. Merci beaucoup, c'est adorable. Avec plaisir. C'est super sympa. Donc j'ai entendu dire également de votre ami Gilles Goujon, donc également MOF, et triplement étoilé depuis 2010 chez Michelin. Il a repris l'expression de Frédéric Dard pour qualifier vos vins. Donc il dit vos vins sont des glouglous et Birmanda, c'est du glouglou. J'ai trouvé ça incroyable. Ah, c'est gentil. Oui, il parle de la cuvée Cybèle, qu'il adore. Et effectivement, la durée de vie d'une bouteille de Cybèle chez Gilles Goujon se compte en minutes. On a 2 gammes de vins. On a Mirmanda rouge, Mirmanda blanc, et puis on a le Cybèle, qui est un vin plus accessible, d'ailleurs moins cher, qui se boit beaucoup plus facilement. Et il adore Cybèle. Et lui, il en boit très rapidement. Il aime bien les bonnes choses. Oui. Du coup, si je résume bien, le vin pour vous rime avec souvenir. Telle bouteille, je l'ai bu avec des copains. C'est sûr, c'était d'ailleurs le thème de mon spectacle Divin, où effectivement je me racontais à travers des bouteilles de vin qui m'ont marqué. Le vin, c'est un moment, c'est une émotion, c'est une rencontre, c'est une personne qui n'est plus là, c'est quelqu'un qui l'a fait, avec quelqu'un avec qui vous l'avez bu, ou l'année avec tout ce que vous avez pu vivre cette année-là. Donc c'était la thématique de mon spectacle Divin, qui sera diffusé sur Canal+ au début de l'année. Et c'est vrai que c'est c'était un fil rouge sur ma vie. Je me suis raconté, et je me suis jamais raconté aussi bien qu'à travers ce vecteur, cette machine à remonter le temps. Parce que vous parliez avec le cœur. Oui, et puis c'est vrai que ça raconte beaucoup de choses. Sur ses origines, sur ce qu'on a vécu, sur la génération que j'ai traversée. Je suis né en 73. Tous les gens qui étaient nés en 73 me disent « Oh, c'est pas vrai, France-Allemagne 82, la vache, on se souvient, tout ça. » C'était beaucoup de souvenirs générationnels, oui. Je reviens sur votre ami Gilles Goujon. Oui. L'œuf pourri à la truffe. Ah, c'est un de ses tubes. C'est orgasmique, pour reprendre votre terme. Oui, c'est orgasmique, je confirme.
C'est extraordinaire. C'est un œuf, je sais pas, fourré d'une espèce c'est un trompe-l'œil. Il y a beaucoup de trompe-l'œil chez Gilles Goujon. C'est une cuisine magique. C'est difficile à décrire. C'est une crème de champignons et de truffes dans un œuf avec des truffes autour. C'est incroyable. C'est un plat incroyable. Mais incroyable. Servi avec une petite brioche et un petit bouillon. Enfin, orgasme. Oui, décidément, cette interview, on a envie de manger. Ah ouais, c'est terrible. Du coup, la truffe, c'est votre dada. Ouais. La cuisson, c'est quoi, 60 ou 65 De quoi? pour la truffe? Oh, je sais pas. Je sais pas du tout. Je suis pas un grand cuisinier, vous savez. Moi, je l'aime aussi, la truffe, je l'aime avec filet. un peu de pain, un filet d'huile d'olive, comme ça, avec la mandoline un petit peu émincée, comme ça, coupée de très, très, très fine, un peu de gros sel, et puis un verre de Condrieu. Et c'est parti. Terminé, c'est réglé. Oui. Bah, votre ami Gilles disait que c'était 65. Bah oui, voilà, il est certainement plus compétent que moi. Hein. J'ai découvert que vous étiez fan de fromage, comme on disait, et surtout de la mescla landais de la mère Irma au restaurant. Alors, le mesclein landais de la mère Irma, Mescline, pardon. c'était une spécialité, effectivement, quand mon père m'avait emmené, quand j'étais plus jeune, chez la Serre. Il y avait encore Monsieur Louis, qui était le maître d'hôtel. C'était une spécialité avec un blanc de poulet, ou je sais plus, de canard, un magret de canard et du foie gras. C'était un truc complètement dingue. Mesclein landais de la mère Irma. Rien que le nom, Ouais, ça donne envie. j'en salive. Ouais, du coup, vous côtoyez beaucoup de gens dans votre métier. J'ai entendu dire que certains de vos amis étaient des buveurs de soda, Oui. que vous les aviez convertis au vin. Vous Enfin, prêchez le bon converti, vin. pas vraiment. Hein. J'ai essayé, mais ça les intéresse pas. Ils en boivent avec moi D'accord. pour me faire plaisir, pour m'accompagner, mais je sens que le Fanta n'est pas loin, vous voyez. Ah zut, ouais. Il n'y a rien à faire. Mais bon, j'ai d'autres amis avec qui je me rattrape. Certains que vous connaissez d'ailleurs. Ah bon? Oui. Ah, deux personnes Deux frères. très sympathiques. Voilà. C'est pas les trois frères, c'est les deux frères. Oui, tout à fait, je pense. Eux, ils ont une descente bien nordiste. Et voilà. Ils ont plutôt bière ou plutôt vin? Ils sont les deux. D'accord. C'est ça qui est formidable, c'est que pour des gens du Nord, ils ont cette ouverture d'esprit. C'est bien, c'est Voilà. important. Il n'y en a pas beaucoup qui ont cette ouverture, mais les Voilà. gens comme ça, Exactement. faut en profiter. Du coup, pour ceux qui boivent du Fanta, est-ce que Mirmanda propose du vin sans alcool? Dominique propose du vin sans alcool avec Petit Béret. C'est la D'accord. marque qu'il a créée, qui s'appelle Petit Béret, et c'est incroyable. Les Ok. champagnes, vous avez l'impression que voilà, c'est des vins d'accompagnement, parce qu'il faut être conscient que c'est bien aussi qu'il y ait de la place pour ces vins-là. Bien sûr. Ce sont des vins d'accompagnement, c'est délicieux. Franchement, c'est très différent, mais c'est assez subjugant. Est-ce que vous avez déjà pensé sur le domaine Mirmanda à faire de l'effervescent? Vous savez, nous, juste Mais, juste après la frontière, il y a le Cava. Oui, Vous avez le tout à Cava fait. hein, du côté espagnol. Il y a des très bons petnats dans notre région du sud. Pourquoi pas, oui, faire un effervescent. Moi, je me régale avec les petnats. Pourquoi pas faire un effervescent? Pourquoi pas? Tout est possible et puis on le fait par passion, donc c'est certain. Mais vous savez, c'est déjà faire 3500 blancs, 3500 rouges et puis réussir à les vendre, maintenir un équilibre, c'est pas rien. Donc à suivre, à suivre. Est-ce que c'est dur de vendre du roussillon en roussillon? Non, c'est plus dur de le vendre en dehors parce que les Catalans, ils adorent leur vin. Et ils sont très attachés à leur terroir et à la qualité de leur vin. Et ils en sont très fiers. Et ils peuvent parce que pour moi, c'est les meilleurs vins. Je suis fou de cette région. Mais c'est vrai que c'est en dehors du Roussillon que c'est plus difficile de convaincre. Bon, en sortant des grands noms comme Bizel, Claude Effet, d'Anjou Banessi, etc., c'est plus difficile de convaincre sur les vins du Roussillon, de leur faire découvrir et aimer ces vins-là aux tables de restaurants parisiens, dans le Bordelais ou dans d'autres régions. Et alors, quand on vend un vin, un restaurant, je parle, est-ce qu'il faut plus être ami avec le chef cuistot ou avec le chef sommelier? Je dirais qu'il faut être là pour les bonnes raisons. Il faut vraiment et le chef pour sa cuisine et le chef sommelier et apprécier le vin pour ce qu'il est, pas pour les gens qui le font. C'est vrai que les copains, ils peuvent vous faire plaisir, vous prendre une caisse, mais bon, si c'est pour qu'après ils la mettent sous le comptoir et puis qu'ils ne tournent pas et qu'ils finissent par la porter à sa famille à Noël, pourquoi pas. Mais non, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir des gens qui aiment nos vins pour leur spécificité, pour leur qualité, et puis qui avancent avec nous sur le long terme. C'est ça qu'on veut. Et est-ce que la région du Roussillon est accueillante, où il a fallu faire beaucoup de paquito ou d'apéro pour se faire accepter? J'ai dû faire beaucoup de paquito d'apéro, mais ça m'a pas posé de problème parce que non, mais moi, comme ma femme est catalane,
C'est sûr que j'ai été accueilli vraiment à bras ouverts et puis les gens ont appris à nous connaître aussi, à me connaître et ont vu que j'étais vraiment heureux d'être dans cette région et que ma fille soit née, qu'elle y grandisse. Donc franchement, l'intégration s'est bien faite, effectivement à base de Paquito. Après le Paquito, ça fait longtemps que j'en ai pas fait parce que c'est quand même, il faut être très très flex. Et effectivement, je dois dire que plus je vieillis, moins je fais de Paquito, faut que je me remette là. Votre maman est d'origine corse. Oui. J'ai souvent entendu la phrase « les meilleurs blancs en France sont de Corse et de Roussillon ». Les Vermentines, ouais, j'aime beaucoup les Vermentino. C'est même magnifique. Je suis fou des vins d'Antoine Arena, de Claude Canarelli. Et les vins, il y a des blancs extraordinaires en Corse. J'adore les Gentili et tout ça. Voilà. C'est merveilleux les vins corses. Oui. Vous mettez l'eau à la bouche, Ben oui, le vin à la bouche c'est plutôt. terrible cette interview. Est-ce que l'univers du vin, sa ressource, c'est-à-dire que vous tournez par exemple la journée ou la semaine, vous allez donc sur votre propriété en Roussillon, est-ce que ça vous ressource? Est-ce que vous en avez besoin? J'en ai vraiment besoin. Ça fait 2 mois que j'y suis pas retourné parce que justement, je travaille la journée, je joue le soir. J'en ai besoin. C'est un équilibre entre Paris pour le boulot et le Sud pour la famille. Et oui, c'est vital. C'est vital. Est-ce que le métier du vin peut apporter au monde de l'acteur et l'acteur peut apporter au monde du vin? Sans doute. Au monde du vin, je ne sais pas ce que je peux apporter, mais en tout cas, je suis un amateur qui n'arrête pas de dire sa passion et son respect pour les vignerons. Voilà. En tout cas, Mirmanda est un vin qui nous ressemble à Dominique et à moi et qu'on prend plaisir à faire goûter avec humilité parce qu'on est toujours en devenir et on essaye de progresser d'année en année. Alors, je regardais une vieille vidéo de Ina où on voyait Bourvil et De Funès sur le tournage de La Grande Vadrouille. Et à un moment, ils vont visiter un vignoble. Et De Funès et Bourvil disent « Nous, de toute façon, on choisit nos lieux de tournage en fonction des régions viticoles. » Alors, ils le disent sur le ton de la plaisanterie. Et ils boivent un verre de vin chacun avec un sourire jusqu'aux oreilles. Est-ce que vous choisissez vos tournages en fonction des régions viticoles? Non. Non. C'est pas une question piège. Non. C'est Chabrol qui faisait le plan de table avant le plan de travail. Lui, il choisissait les lieux de tournage en fonction des restos. Non, moi, j'en suis pas là. Mais c'est toujours l'occasion, vous savez, de rencontrer des gens. Quand j'ai tourné la saison du négociateur à Lille, j'ai rencontré plein de gens. Ça a été des moments merveilleux. Il y a toujours des bons restos partout, il y a toujours des bons vins partout, ou des belles caves. Donc c'est toujours l'occasion de rencontrer des gens un peu partout. Et il faut savoir s'adapter. Et est-ce que vous avez testé les vins du nord de la France? Oui, on m'a fait un peu découvrir ces vins-là, des chardonnays étonnants, mais avec le réchauffement climatique, j'ai envie de dire que ça va arriver de plus en plus. Il y aura sans doute du vin en Normandie, du vin en Bretagne et du vin dans le Nord. Mais à partir du moment où c'est bien travaillé, bien vinifié, pourquoi pas, hein. Je pense qu'on peut se régaler avec les vins du Nord. On se régale déjà avec les gens du Nord. C'est gentil ça, merci à vous. Écoutez, je vous propose qu'on se régale lors d'une dégustation. Avec plaisir. J'ai le plaisir d'avoir François-Xavier de Maison qui va me faire déguster cette magnifique bouteille. Château d'Arlet, un immense nom du Jura, la référence du vin jaune. C'est le comte de la Guiche qui est propriétaire, ce sont des vieilles vignes des années 50. C'est du savagnin, c'est le cépage, c'est le savagnin. C'est une méthode qui va donner un vin oxydatif aux arômes de noix. Voilà. Merci pour cette découverte en tout cas. Vous allez voir, c'est très particulier. D'accord. Il faut vraiment avoir la bouche, je dirais, aguerrie et aimer ces vins du Jura qui sont des vins exceptionnels. J'ai un coup de cœur en ce moment pour les vins du Jura et c'est complètement fabuleux. Il ne faut pas démarrer par les vins du Jura, je pense, qu'il y a une amertume, vous allez voir, particulière. Mais quand on aime le vin jaune, ça donne des arômes assez rares. Tenez, cher ami. Merci beaucoup. Château d'Arlet. La bouteille est très jolie en plus. Ouais, ce côté un peu vieux cuir, etc. Ça avec un morceau de comté. Ah, c'est très surprenant. Le nez est pas du tout ce qu'on a en bouche. Ah, c'est très surprenant. Vous avez vu cette précision, Et c'est fin. Parce qu'avec la couleur, on a l'impression qu'il va être gras, et en fait, pas du tout. Il est très fin. Et l'amertume est très légère, mais très puissante. Il est un peu frais parce qu'il sort de la cave, là. C'est fin, hein.
C'est exceptionnel. Je Ah, peux chialer franchement, tellement c'est bon. Ah bah je vous en prie. Ah C'est c'est... sublime, c'est dingue. C'est dingue, on croit connaître le vin. Je vous ai surpris. Ouais, complètement. Château d'Arlet. Ce qui est surprenant, c'est la finesse. Château d'Arlet. Et alors, comment vous êtes tombé, comment vous avez découvert le château d'Arlet? Et c'est un monsieur qui est un musicien, monsieur Cassard, Philippe Cassard, qui est un grand pianiste, qui est un ami de François Berléand, Très bien. et qui m'a fait découvrir ce vin. Voilà, on a pris un apéritif chez lui, et il m'a fait découvrir ce vin. Incroyable. Et alors, pour ceux qui n'ont pas le plaisir de pouvoir déguster avec nous, parce qu'on est très égoïste, qu'est-ce que vous diriez sur ce vin? Bon, j'en ai déjà dit rouge pas mal, hein, l'oxydatif, l'amertume, la noix. Effectivement, des arômes étonnants, rares. Voilà, pour moi, c'est un immense nom du Jura. Ce sont des vins que j'aime de plus en plus. Les vins de Stéphane Tissot, les vins de Ganvar, ce sont des vins que j'aime de plus en plus. Et ce cépage du Savagnin, c'est C'est somptueux. somptueux. Et ben voilà. Bah, en tout cas, un grand merci pour, Merci pour cette vous, pour ce dégustation. moment. Et dernière question, Oui. qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Bah écoutez, une autre bouteille de Château d'Arlet, on va dire. J'en prends bonne note. Merci à vous en tout cas. Merci à vous, c'était super Octavien. Merci beaucoup. Bravo.